Terrain social. Hugues Chevarin. Lucie Guimier. Lucie Guimier est géographe spécialisée en santé publique, chercheuse associée à l'Institut français de géopolitique, à l'Université Paris 8. À l'heure d'une possible vaccination de masse contre la Covid-19, Terrain social fait le point sur les oppositions au vaccin. Quelle ligne de partage se dessine sur la carte de France? Qui sont les Français vaccinosceptiques? La crise sanitaire marque-t-elle plus profondément ce scepticisme? Terrain social. Bonjour Lucie Guimier. Bonjour. La résistance au vaccin est-elle aussi ancienne que le vaccin lui-même? Oui, bien sûr, c'est la résistance aux vaccinations a accompagné en fait l'histoire de la vaccination et elle s'est surtout, on va dire, organisée à partir du moment où il a été question d'obligation vaccinale dans chaque pays, je dirais. Donc en France, les premières associations anti-vaccinales se sont constituées dès lors qu'il a été question de l'obligation vaccinale au Parlement. C'était autour des années 1870 avec la première loi d'obligation vaccinale en 1902. Quels sont ces facteurs de résistance? La résistance vaccinale, c'est principalement une résistance contre l'État, contre l'intrusion de l'État dans la vie privée des citoyens. Et c'est vraiment l'argument principal, et la défense des libertés individuelles. Donc ça, c'est vraiment le facteur principal, je dirais, de la résistance vaccinale. Ne sent-on pas une accélération de ce mouvement depuis les années 90 avec la fameuse hépatite B, et ça jusqu'aux années 2000 avec H1N1? Oui, je dirais que la résistance vaccinale fonctionne de manière assez cyclique en fonction du contexte social, médiatique, politique et évidemment épidémique. Et effectivement, à chaque fois qu'on parle de nouveaux vaccins lors de contextes pandémiques comme lors de la grippe H1N1 ou actuellement, on a une remontée de ces discours parce que on a une peur des citoyens face à ces vaccins développés de manière très rapide. Donc là, le contexte est actuellement, bien plus obscurci qu'en temps normal. Quel a été le problème autour de la rougeole? Alors en 2008, on a eu une résurgence de la rougeole, qui est une maladie qu'on croyait qu'on avait maîtrisée grâce à la vaccination. Il faut savoir que le vaccin contre la rougeole, c'est un vaccin qui est réputé pour être très efficace, à 95%. Donc moi, je suis partie du principe de me dire que les territoires où il y avait d'importants cas de rougeole, j'ai cartographié cette épidémie de rougeole de 2008 à 2011, en me disant que les territoires où il y avait beaucoup de cas de rougeole étaient forcément des territoires où on n'était pas vacciné. Et donc après les cartes, je suis allée faire des enquêtes de terrain pour vérifier sur le terrain cette hypothèse. Et je suis allée en Ardèche, dans un petit canton rural où on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait d'importantes épidémies, qui avaient été très touchés par la rougeole. J'ai interviewé beaucoup de parents, 150, et effectivement, j'ai rencontré beaucoup plus de parents qui refusaient la vaccination que dans mon autre terrain, dans l'Ain, en Rhône-Alpes également, où on avait eu très peu de cas de rougeole et où je m'étais dit que du coup, si on a eu peu de cas de rougeole, c'est qu'on était bien vacciné. Et effectivement, il y avait une corrélation entre le refus vaccinal et l'importance de l'épidémie. Quelle typologie vous avez pu faire à partir de votre étude? Alors, c'est assez spécifique parce que on parle bien des anti-vaccins que j'ai rencontrés en Ardèche. Oui. Si par exemple j'étais allée étudier un autre territoire par hasard en Vendée où il y avait plus d'anti-vaccins qu'ailleurs, j'aurais peut-être rencontré d'autres profils. Là, les profils que j'ai rencontrés d'anti-vaccins en Ardèche, je vais plutôt les approcher par leurs arguments pour que vous compreniez, parce que les profils sont divers, mais les arguments reviennent, qui sont toujours les mêmes. Les arguments, c'était principalement la supposée collusion entre les laboratoires pharmaceutiques et l'État,
L'idée de laisser faire la providence, la nature. Et enfin, la liberté de choix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la question des libertés individuelles. Et ce qu'il faut vraiment saisir, c'est que le militantisme anti-vaccin, il s'inscrit dans un mode de vie. On va parfois préférer scolariser ses enfants dans des écoles alternatives, souvent hors contrat avec l'État, parce que c'est plus simple de mettre des enfants non vaccinés dans ces écoles. On va consommer autrement, donc on va aller dans des AMAP ou on va manger bio un peu plus que la normale, enfin, on va dire un peu plus que la moyenne. On va faire ses courses dans des réseaux alternatifs. Et bien sûr, ce sont des personnes qui vont préférer avoir recours à des médecines alternatives et des professionnels de santé qui se mettent parfois hors des clous. Je pense à souvent des médecins homéopathes qui font des faux certificats de vaccination. Ce sont des personnes qui se perçoivent et qui se construisent autour de l'idée de ne pas être des moutons, de ne pas appartenir à la doxa. Donc ça, c'est vraiment, en gros, le profil des anti-vaccins que j'ai rencontrés en Ardèche. Est-ce qu'on a une vision à peu près claire, par rapport au moins déjà à la rougeole, d'une certaine spatialisation des antivax? D'une manière globale, on a une fracture nord-sud et surtout beaucoup plus d'anti-vaccins que dans le reste de la France, dans le sud-est du pays. Mais tout peut évoluer. En fait, tout est fonction du contexte, de déclarations politiques, d'affaires médiatiques. Mais là, actuellement, je pense que cette fracture sud-est, elle est en train de s'accentuer du fait d'élus marseillais qui se sont récemment positionnés contre le vaccin ou qui ont aussi beaucoup joué sur l'argumentaire d'une ville rebelle et qui influence la population et qui peut peut-être influencer le fait de se dire nous on est anti-vaccin parce qu'on fait pas comme tout le monde. Je sais pas, c'est une hypothèse, mais pour moi cette fracture elle risque de s'accentuer avec le vaccin contre le Covid. La récente étude de la Fondation Jean Jaurès montre que 4 Français sur 10 disent ne pas vouloir se faire vacciner contre le coronavirus. Alors, ça amène 2 questions, je pense. La première, c'est, y voyez-vous les mêmes comportements que ceux que vous avez pu identifier dans la rougeole? Et quels sont, dans un deuxième temps, on va dire globalement, la situation présente? Alors, moi, je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le tableau est actuellement obscurci. Je pense que tous ces répondants ne sont pas des anti-vaccins militants. Là, le contexte est spécifique. On parle d'un vaccin sur lequel on a peu de recul. Donc, on a une peur des effets secondaires indésirables, enfin des effets indésirables qu'on ne connaît pas encore actuellement. Voilà, le fait d'avoir peu de recul sur ce vaccin joue sur la peur du vaccin. Mais je pense qu'il y a parmi ces personnes des personnes qui seraient habituellement plutôt hésitantes et pas méfiantes comme le disent les sondages sur le vaccin Covid, qui sont des sondages à prendre vraiment avec beaucoup de précautions parce que le contexte est très particulier. C'est-à-dire que vous faites une différence réelle entre, on va dire, les hésitants et les méfiants, qui auraient quelque part, où il y aurait une idéologie ou... Oui, bien sûr, il faut bien distinguer les deux. Ne pas savoir... Ne pas se positionner contre ou pour le vaccin n'est pas être pour ou contre, c'est justement attendre d'avoir un peu plus d'informations. Tandis que les anti-vaccins, il y a un militantisme derrière et c'est généralement une frange de la population très restreinte. Dans les sondages, c'est 5 à 10% des personnes interrogées. Ne pensez-vous pas que il y a déjà un problème de politique de santé publique en France et qu'on peut mettre en parallèle avec, on va dire, l'émergence d'une démocratie sanitaire? Alors oui, on a en fait en France, on manque d'une culture de santé publique, comme il peut y en avoir dans d'autres pays. Je pense beaucoup au Royaume-Uni, par exemple. On a ce problème-là. Alors peut-être que la gestion de la campagne vaccinale va pouvoir permettre de recréer petit à petit cette confiance et cette idée de collectivité en fait autour du vaccin. Quand on se vaccine, on protège aussi les personnes qui ne peuvent pas se vacciner. Et la question de la démocratie sanitaire, c'est une question qui émerge depuis plusieurs années et qui en effet est au cœur du débat sur la vaccination et sur notamment l'idée de l'obligation vaccinale dont on parle beaucoup ces derniers temps. Moi, je ne pense pas que c'est une option qui va être choisie et je ne pense pas que c'est une option souhaitable pour l'instant. Concernant ce vaccin. Et pour quelle raison? Parce que la population est déjà assez craintive et si en plus on ajoute une obligation
sur ce vaccin sur lequel la population est craintive, ça va rajouter du négatif en fait, de sentiments d'aliénation, alors qu'il faudrait beaucoup plus insister sur la responsabilité de chacun, l'idée d'un collectif et l'idée de l'obligation. Pour l'instant sur ce vaccin, elle ne me semble pas bénéfique. Depuis le début de la pandémie, on assiste en France au débat public des experts médicaux, des scientifiques sur ce sujet, et on assiste surtout à une sorte de cacophonie. Quel est l'effet de cette ambiance, on va dire, sur la population? Est-ce que vous pensez que ça peut accélérer le mouvement anti-vax? Dans ma question, il y a peut-être la réponse, mais voilà. Je pense beaucoup à toute l'affaire autour du professeur Raoult. Ça a énormément jeté le discrédit sur la communauté scientifique. Ça a créé des tensions entre Paris et Marseille, par extension. Ça a créé des tensions entre les citoyens. Et ça, pour moi, ça rajoute du flou à un contexte qui est déjà très incertain depuis mars. On est dans un contexte d'incertitude sur l'avenir de la pandémie, sur l'avenir économique de beaucoup de personnes. Il y a énormément de personnes qui ont perdu leur travail. Et on est dans un moment où les gens ont besoin de se raccrocher à des choses qui sont concrètes. Et effectivement, tous ces discours qui se contredisent les uns les autres, ça participe d'une méfiance générale et d'une méfiance vis-à-vis du vaccin. Vous qui êtes à l'Institut français de géopolitique, est-ce que c'est une spécialité strictement française? Non, tous les pays sont touchés par le refus vaccinal. Après, chaque pays a ses spécificités en fonction des affaires sanitaires du pays, en fonction du contexte médiatique, de la manière dont les médias traitent ces questions de santé publique, en fonction des politiques. Ça, c'est primordial. Un politique qui va stopper une campagne de vaccination parce qu'on soupçonne le vaccin d'avoir causé un effet indésirable sans avoir de preuves, ce qui arrive parfois dans certains pays, ça joue énormément sur la crainte après des populations. Et donc, les décisions politiques, les déclarations politiques sont très, très importantes à prendre en compte dans chaque pays pour comprendre pourquoi ici on a plus confiance ou pourquoi ici on a plus de crainte vis-à-vis des vaccins. Qu'est-ce que nous avons devant nous en matière de profil anti-vaccin et est-ce qu'il y a moyen de lutter contre ce vaccinoscepticisme pour qu'enfin on puisse revenir, on veut dire, à une politique de santé publique efficace? Alors, en termes de profil à venir, moi, je pense qu'avec le développement des réseaux sociaux depuis plusieurs années, on a un rajeunissement des profils anti-vaccins du fait de la complosphère qui est très active sur ce sujet et qui touche beaucoup les jeunes. Donc ça, c'est un phénomène qui est assez récent à mon sens. Sur le comment renouer la confiance, je pense que les autorités publiques cherchent l'équilibre depuis toujours là-dessus. C'est très complexe parce que plus vous allez essayer d'argumenter, plus les anti-vaccins vont se dire que vous avez quelque chose à gagner derrière. Donc on sait que les anti-vaccins, on ne peut pas les convaincre. Les populations que tentent de toucher les campagnes, en général, c'est plutôt les hésitants, les personnes qui ne sont pas convaincues d'un côté ou de l'autre. Et je dois dire que moi, je n'ai pas de solution. Ce qu'il faut, c'est faire très attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux discours tenus par les politiques. Il faut qu'ils prennent conscience qu'ils ont énormément de responsabilités, mais ne pas non plus verser dans le paternalisme ou dans l'injonction très simple de dire vaccinez-vous, sinon c'est que vous êtes idiot. Voilà, donc il faut une juste dose entre l'explication, la science expliquée de manière très de manière à ce que la population comprenne voilà pourquoi ce vaccin doit être adopté, quels sont ses bénéfices, quels sont ses risques. Voilà, beaucoup de transparence. Merci Lucie Guimier. Je rappelle que vous êtes géographe spécialisée en santé publique, chercheuse associée à l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8. Vous êtes lauréate du prix de l'innovation doctorale de la Société de géographie en 2017. Terrain social.
Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.